Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Nous sommes le 13 mai 2026 et comme promis, nous faisons le suivi de la situation géopolitique mondiale et de ses conséquences économiques sur les multiples fronts, enfin les deux fronts principaux, l'Iran et l'Ukraine. Et comme promis, nous le faisons avec notre très cher Jacques Sapir, sûrement, encore une fois, Merci beaucoup. ça coûte rien de le dire, mais un des meilleurs économistes et géopoliticiens français, stratèges, en plus connaisseur des questions militaires, ce que moins de gens savent. Je fais souvent la promotion, mais si, il y a tout un tas Oui, d'écrits, vous allez voir, vous allez être surpris. Mais ce qui fait que ça te permet d'appréhender de manière globale tout à fait. ces questions dans un monde en mutation. Alors, puisqu'on fait un suivi hebdomadaire, on va commencer avec une mise au point sur la situation en Russie, Oui, tout à l'économie fait. russe. Oui, tout à fait, parce Où on que en est? Parce que là, à nouveau, il y a une poussée d'urticaire. Ça y oui, est, ça se réeffondre. Je crois que Poutine va mourir, parce que ou c'est- même il est déjà mort et il est remplacé par des sosies. Enfin, ça, on c'est plus entend, drôle déjà. voilà, on entend vraiment n'importe quoi. Et j'avoue que c'est un petit peu énervant compte tenu du fait que ces gens ont été démentis à de multiples reprises, qu'on continue à leur accorder le moindre crédit. Alors, ce qui se passe en Russie, la situation n'est pas catastrophique, loin de là, mais elle n'est pas bonne. Il faut le dire tout de suite. Tout d'abord, on a eu un léger recul de l'ordre de moins 0,4% dans le premier trimestre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a eu 2 mois où la production a régressé. Pourquoi? Alors, il y a une cause structurelle. C'est la politique monétaire qui est menée par la Banque centrale de Russie. Je le dis depuis maintenant presque 2 ans, enfin depuis 1 an et demi de manière très sûre. Je l'ai écrit. Mais Ceux qui effectivement, te suivent sur Fréquence Populaire, voilà, le savent. savent. Bon, donc ça, c'est un premier problème. Après, on a eu des problèmes qui étaient des problèmes conjoncturels, tout simplement le mauvais temps. Alors, ça peut sembler un petit peu bêta, mais quand on a les plus grandes chutes de neige au mois de janvier, qu'on avait vu en Russie depuis pratiquement une vingtaine d'années, je rappelle, il était tombé comme environ 60 cm dans une nuit à Moscou, c'est pas mal. Bon. Globalement, il est tombé en quelques jours pratiquement 2 mètres de neige. Ben oui, ça bloque la production. Alors, évidemment, il n'y a plus de construction, enfin, tous les chantiers s'arrêtent, ne peuvent pas continuer, mais même, il y a toute une série d'usines qui sont obligées de réduire fortement la production. Donc, oui, il y a eu effectivement, à cause de conditions climatiques extraordinaires, il neige en Russie, effectivement, de novembre à avril, mais là, on est vraiment sur des choses qui étaient extraordinaires. Et ce combinant avec la politique monétaire de la Banque centrale, ça a provoqué une récession pendant les 2 premiers mois. Après, et c'est ça qui est intéressant, on a vu la production augmenter très fortement au mois de mars. Ce qui fait que, alors qu'on était plutôt sur une logique de récession de l'ordre de moins 1, on aboutit simplement à moins 0,4 et l'industrie, elle, est en croissance. Qu'est-ce qui s'est passé là encore? Eh bien, tout simplement, on a rattrapé cette production qui n'avait pas pu avoir lieu au mois de janvier et au mois de février. Donc, il faut faire attention parce que autant je dis, oui, c'est pas du tout l'effondrement de l'économie russe. Bon, il y a eu des problèmes et en particulier des problèmes conjoncturels liés au mauvais temps. Mais il ne faut pas croire non plus que ces 2,4 de croissance que l'on a eu en mars, on va les retrouver au mois d'avril. Certainement pas. Donc ça veut dire qu'on va revenir pour le deuxième trimestre de 2026, on va revenir à une situation de faible croissance. Maintenant, Et il qui y est a... dû à quoi? Alors, c'est dû essentiellement au fait que la demande est très restreinte. Pourquoi? Tout d'abord parce que les gens vont pas prendre de crédit à la consommation. Quand on a un taux d'intérêt qui se balade autour de 14% en taux nominal, mais en taux réel, on est autour de 8 à 9%, oui, ça ne prennent des crédits que des gens qui n'ont pas d'autres moyens pour acheter. Et en plus, il y a le problème que beaucoup de gens qui pourraient consommer, enfin qui pourraient, alors bien sûr, ils continuent de consommer consommation courante, mais qui pourraient
acheter des appartements, acheter des automobiles. Bon. Ils vont se dire, il vaut mieux placer l'argent sur un compte bancaire rémunéré, parce que le compte bancaire rémunéré, alors il n'est pas à 14%, il est à moins, il est autour de 9%. Oui, mais 9% quand on a un taux d'inflation à 5,5%, je suis désolé, c'est bien mieux que les comptes d'épargne en France, hein, c'est bien mieux que le livret A de la caisse d'épargne. Donc, il y a toutes Pour ceux qui ont un peu d'argent Voilà. en réserve, ils peuvent ne pas travailler. Se tourner les pouces. Parce que 5%, Wow. c'est... Parce qu'on tourne autour de 5% quand même. Ouais, il faut avoir vraiment beaucoup d'argent. Non, mais je pense que... Je parle, oui. Oui, mais disons que ça incite les gens à épargner très fortement. Alors, ce n'est pas une bonne situation, parce que je suis désolé, un excès d'épargne, sauf s'il peut s'expliquer par des raisons structurelles, comme par exemple l'absence d'allocation vieillesse. Bon, c'est le cas par exemple en Chine, hein. Comme le système de protection pour les gens qui sont trop vieux pour travailler est très faible, les gens évidemment épargnent eux-mêmes massivement pour payer leur retraite. Bon. Ce qui explique le taux d'épargne chinois qui est absolument extraordinaire. Mais quand on n'a pas ce type de système, oui, là je pense qu'il y a un excès d'épargne en Russie. Maintenant, cette situation, elle permet néanmoins à l'économie de continuer d'avancer, et on le voit par exemple sur le marché automobile. Alors le marché automobile, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les constructeurs automobiles russes arrivent à survivre à la concurrence chinoise. Je l'avais d'ailleurs dit dans toute une série d'interviews, j'étais très inquiet quant aux capacités des constructeurs automobiles russes à survivre face à la concurrence chinoise. Mais là, visiblement, ils capitalisent sur le fait que les entreprises chinoises n'ont pas développé de bons réseaux de concessionnaires. Et donc, ce qui fait que... Il y a des faits aussi que j'avais découverts en octobre dernier à Moscou, lors de la semaine de l'énergie russe, complètement par hasard. C'est un taxi qui m'a dit, puis j'ai vérifié. En fait, toute la flotte des taxis et des véhicules d'État était changée. Enfin, tous ceux qui avaient des véhicules étrangers devaient le changer, parce qu'à partir de mars, oui, devaient rouler, y compris en taxi, que des voitures soit russes, soit fabriquées en Russie. soit fabriquées en Russie. Ce qui fait que, bon, ça, tout c'est à sûr fait. que ça réindustrialise. Tout à fait. Bon, pour le parc de taxis de la ville de Moscou, c'est Moskvitch qui le fournit, et Moskvitch produit des véhicules chinois sous licence. Donc ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, la production automobile russe représente quand même 60% du marché de l'automobile. Et ça, c'est dû au fait que l'absence d'un réseau de concessionnaires pénalise fortement les entreprises chinoises qui, pour l'instant, ne font pas l'effort de développer de réseaux de concessionnaires. Alors, ça pourrait changer. Et donc, cet avantage pourrait ne pas être durable pour les constructeurs russes, mais pour l'instant, ils ont quand même cet avantage. Bon, donc on a ça. Comme, d'ailleurs, je précise immédiatement, il y a des gens qui sont pro-russes, qui s'extasient devant le taux de change. Alors oui, c'est vrai, la Russie a actuellement un taux de change qui est égal, voire supérieur à celui qu'elle avait avant le début de la guerre en janvier 2022. Il y a combien là ? Là, on est autour de 74 roubles pour $1, de 86 ou 87 roubles pour 1 euro, et on est autour de 108 roubles pour 10 yuan. C'est-à-dire à peu près les chiffres que l'on avait en fin janvier 2022. Bon, oui, ça prouve que la Russie a les reins solides financièrement, c'est une évidence. Parce que quand ça avait atteint 100 ou 98, oui. Ici, tout le monde disait c'est fini. Elle a les reins solides, bien. Mais le fait d'avoir le même taux de change qu'en janvier 2022, ça veut dire que le taux de change réel. Alors attention, qu'est-ce que c'est qu'un taux de change réel ? C'est un taux de change où on divise la valeur des deux monnaies, par laquelle on calcule le taux de change, par le taux d'inflation de ces deux monnaies.
Et là, comme il y a eu une inflation nettement plus importante en Russie que dans la zone euro, qu'aux États-Unis ou qu'en Chine, ça veut dire que le taux de change est surévalué de 20 à 25%. Et ça, évidemment, c'est pas une bonne chose. Donc, il faut faire attention, il faut cesser de regarder des chiffres comme ça, de prendre un chiffre isolément, de faire ce qu'on appelle du cherry picking, de prendre un chiffre isolément pour dire « ouh, ça va très mal »,« ouh, ça va très bien », etc. Et il faut regarder les choses. Dernier point. On va les rattraper si on se remémore oui, l'émission de la semaine dernière. Si on arrive à une inflation à 5... oui, on sera au même niveau, on sera au même niveau qu'eux. On rattrapera le absolument, on sera au même niveau qu'eux. Bon, dernier point. J'ai vu encore paraître dans le Grand Continent cette fake news qui consiste à dire « Ah oui, mais les attaques ukrainiennes contre les raffineries ont empêché la Russie de profiter de la hausse des prix du pétrole. » Mais c'est complètement faux. Et d'ailleurs, que ce soit les agences américaines, hein, par exemple Bloomberg, Goldman Sachs, bon, etc., disent très bien qu'aujourd'hui, les exportations de pétrole et de gaz, mais c'est surtout le pétrole, bon, ont augmenté en volume. En réalité, on voit très bien que les attaques ukrainiennes sur les raffineries n'ont provoqué de dégâts persistants que sur une raffinerie, celle de Tuapse, qui est sur la mer Noire. Hein, c'est un port sur la mer Noire. D'ailleurs, ça a provoqué une petite marée noire. Toutes les autres, en réalité, ce qu'ont détruit les drones ukrainiens, c'était des réservoirs. Alors oui, ça fait des boules de feu absolument spectaculaires, qu'on voit même d'ailleurs sur des images satellitaires de la NASA. Hein. Ça se voit au satellite, mais tant que les appareils dont se servent les raffineries, les tours de cracking, etc., ne sont pas touchés, ça n'a absolument aucun effet. Et on avait vu que pour détruire ou endommager gravement une raffinerie, soit il faut vraiment beaucoup de drones qui tapent, tout à fait. Soit il faut du missile absolument un peu plus sérieux que lourd. C'est-à-dire que une charge à 20 kg, 30 kg, et bon, ça fait du dégât, mais... Même disons 100 kg, même disons 100 kg pour les drones les plus lourds, ce n'est pas capable de détruire. Par contre, effectivement, et c'est là où on voit la différence entre ce qu'ont tiré les Ukrainiens sur les raffineries russes et ce qu'ont tiré les Iraniens sur les raffineries des pays du Golfe, hein, le Koweït, l'Arabie Saoudite, bon, etc. Les Iraniens ont tiré des choses beaucoup plus sérieuses qui, elles, ont provoqué des dommages persistants. Une tonne ou 2 tonnes d'explosifs, c'est un effet sérieux. Donc, on est dans cette situation-là et on peut penser... Et là, je diverge un petit peu de ce que pensent certains de mes collègues russes. On peut penser qu'avec les problèmes qu'il y a dans l'économie mondiale, dû effectivement à la guerre dans le Golfe, la Russie va accroître sa production parce qu'elle exporte beaucoup de produits qui sont aujourd'hui très demandés. Les engrais, par exemple. D'ailleurs, on peut dire il y a une véritable... Il n'y a pas que le pétrole. Oui, il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Il y a les engrais, ou plus exactement, il y a les produits de base qui servent à faire des engrais, comme l'ammoniac, l'urée, etc. Bon, l'aluminium, avec les 24% d'aluminium en moins que l'on a dans le Golfe, évidemment, les Japonais ont été les premiers à passer un contrat avec Rusal. Et d'ailleurs, point important, le Japon va envoyer, dans les jours qui viennent, une grande délégation économique pour négocier toute une série d'accords avec la Russie. Donc, ça y est, le Japon a tiré une croix sur les sanctions et dit on reprend le commerce avec la Russie parce que ce sont les intérêts vitaux du Japon qui sont en jeu. C'est très exactement ce qu'a dit la première ministre japonaise. Trump en soi, c'est sidérant parce que de l'autre côté, il y a la Chine qui a dit merde Trump sur ces sanctions. La première fois, il dit bon, alors les raffineries. De manière plus polie, mais. Je résume. Et les Japonais aussi, qui sont beaucoup plus alliés évidemment aux Américains, sont dans une situation telle qu'ils sont obligés de. Bien sûr. Bon. On voit que les Coréens, qu'il y a toute une série d'entreprises coréennes qui négocient à nouveau avec la Russie. Bon, donc, la Russie va exporter bien d'autres choses
que du pétrole et du gaz, va aussi exporter des céréales. La Russie est une exportatrice de blé importante, bon, etc. Et donc, on peut penser que tout ceci va, d'une certaine manière, réactiver, ou disons, va compenser en partie les effets néfastes de la politique de la Banque centrale de Russie. D'ailleurs, avec mon centre de recherche, on a décidé de remonter un petit peu les perspectives pour la Russie, et actuellement, on voit l'année 2026 avec une croissance de 1,3 à 1,5%. Ce qui est évidemment nettement mieux que ce qu'on aura en Europe, bien, mais La semaine dernière, tu disais pour la France, moins 1,1. Oui, moins. C'est un écart de 2,4. Voilà, entre 2,4 et 2,6. Mais par rapport à la grande croissance que l'on a connue en 2023 et en 2024, oui, c'est effectivement nettement moins bien. Et ça pose là le problème de savoir où est-ce que les dirigeants russes veulent que soit l'économie russe, je dirais, en 2027-2028, grosso modo après-guerre. Parce qu'il faut déjà avoir l'idée de l'après-guerre en Ukraine en tête. Et là, effectivement, on peut penser que leur vision des problèmes liés à l'inflation, qui est très dominée d'ailleurs par, je dirais, le souvenir de la grande crise financière de 1998, eh bien, reste extrêmement récessif pour l'économie russe. Alors, je ne sais pas quand la guerre en Ukraine va finir, puisque Mme Kaja Kallas a exprimé le fait que l'Ukraine est en bien meilleure position qu'il y a un an. Je dirais que c'est de la propagande, mais d'une certaine manière, on ne s'en étonne pas. Et en fait, Madame Kaja Kallas, elle est dans son rôle de faire de la propagande. Bah, ça doit d'ailleurs lui rappeler des souvenirs paternels tout à fait intéressants, puisqu'on rappelle que c'était un peu le rôle de son père en Union soviétique. Bien, non. Donc elle maîtrise, c'est bien. Oui, tout à fait. Elle maîtrise complètement le discours et l'exercice. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a en réalité le début d'un décrochage de l'image de Zelensky dans l'opinion occidentale. Bon, dans l'opinion ukrainienne, elle est faite. Mais l'interview qu'a donnée à Tucker Carlson, qui n'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais il a fait une grande interview de Yulia Mendel. Bon. Cette personne a été l'ancienne attachée de presse de Zelensky et n'a rompu avec Zelensky qu'en 2023. Comme avant, il y avait eu Arestovitch, son bras droit oui, absolu, qui a dit deux ou trois vérités sur Zelensky. Bon, et qui dit il faut signer la paix avec la Russie. Ce que dit Yulia Mendel est quand même assez intéressant parce que elle montre qu'il y a eu, ou disons, elle explique que pour elle, il y a eu un changement entre le Zelensky élu en 2019, qu'elle soutenait, et de manière visiblement très sincère. Et on peut la comprendre d'ailleurs, parce que ce qu'il y avait dans le programme de Zelensky en 2019, je le rappelle, c'était à la fois une lutte féroce contre la corruption et d'aboutir à un accord avec la Russie. Et la paix sur le Donbass. Bon, il a quand même été élu sur 72-73%. Oui, tout à fait. Il avait été élu engouement. Tout à fait, massivement. Bon. En plus, comme il sortait de la télé, les gens se sont dit peut-être ça va être différent des autres margoulins. Oui, absolument. Il y a eu ça. Donc, elle montre comment il a complètement changé. Son addiction à la cocaïne, qui semble d'ailleurs s'être aggravée depuis quelques années, le fait qu'il est aujourd'hui dans une logique extrêmement corrompue avec son entourage proche. D'ailleurs, l'ancien chef de cabinet, Alexandre Yermak, qui était quasiment le vice-président de l'Ukraine à cause de l'ensemble des pouvoirs qu'il avait, a été inculpé hier par le tribunal sur des affaires de corruption. Ils l'ont retrouvé sur le front ?
Oui, il s'est présenté. Il s'est présenté. C'est un avocat. Hein, bon, Parce avec que je me souviens qu'il avait dit qu'il s'engageait sur le front. Oui, bon, il ne semble pas y avoir été très Très loin. longtemps. Bon, mais voilà, bon, il s'est présenté. Il a dit oui, tout ceci, ce sont des choses fabriquées, inventées. Mais fabriquées par qui, inventées par qui? Il y a un organisme anticorruption. Nabu. Voilà. Alors le problème, évidemment, c'est que dans le NABU, il y a beaucoup d'officiers américains. Beaucoup de FBI. Oui, c'est du FBI. C'est pas de la CIA, comme on dit. Non, non, c'est du FBI. Il y a même 2 ou 3 personnes qui relèvent, elles, de la DEA, donc de la Drug Enforcement Administration. Et là, on se dit, en fait, est-ce que les États-Unis n'exercent pas une pression sur Zelensky pour lui dire, écoute, démissionne. Il faut que tu démissionnes. Parce que si Zelensky démissionnait, il serait remplacé par le chef du Parlement. Bon, un petit peu comme en France, hein, où quand un président est empêché ou meurt pendant l'exercice de sa fonction, c'est, on rappelle, le président du Sénat. Bon. Là, c'est le président de l'Assemblée, de la Rada d'État, et on sait que ce président de la Rada est, lui, beaucoup plus ouvert à un accord avec la Russie. Donc, est-ce que ce n'est pas en réalité quelque chose qui est téléguidé par les États-Unis sur des bases qui sont factuelles, puisque il y a les preuves qui ont été apportées lors de l'inculpation de M. Yermak, mais il y a aussi le fait que, visiblement, on a toute une série d'enregistrements qui montrent que des proches de Zelensky sont impliqués, et qu'ils font référence à un certain Vova, comme Vova a approuvé, ou Vova touchera sa part, bon, etc. Vova, il faut le savoir, c'est le diminutif de Volodymyr. Alors, c'est aussi le diminutif de Vladimir Poutine. Tout à fait. Et de Lénine. Tout à fait. Bon, pour Vladimir Poutine, on utilise je dirais un diminutif qui est encore plus drôle, on l'appelle Monsieur PIB. Parce que PIB en Russie se dit VVP. Et c'est Vladimir Vladimirovitch Poutine. Donc voilà. Bon. Mais, donc on a des suspicions, on n'a pas encore de preuves, mais on a des suspicions assez nettes sur le fait que Volodymyr Zelensky ait été impliqué ou est couvert. Et donc, a été informé et couvert. Bon, tout le monde ne se prête pas les chenelles. Oui. Et peut-être qu'ils en ont parlé, effectivement, entre Trump et Poutine peut-être, et c'est peut-être pour cela que Vladimir Poutine a dit, lors du 9 mai, qu'il pensait que cette guerre ne durerait plus longtemps, c'est-à-dire qu'on arriverait à un accord. Bon. Donc, on est dans cette situation, et c'est d'une certaine manière cette situation qui rend aujourd'hui les soutiens les plus, je dirais, actifs de l'Ukraine aux États-Unis et en Europe, plutôt en Europe, absolument désespérés. Et c'est pour cela qu'ils doivent répandre cette espèce de fake news majeure, comme quoi la Russie est à genoux, Vladimir Poutine est mort ou va mourir incessamment sous peu, il se terre dans un bunker. Non, on l'a vu. D'ailleurs, il est allé amener déjeuner dans un grand hôtel son ancienne institutrice. On l'a vu à la télévision. Bon, donc, on n'arrête pas de raconter des fake news, et ça, c'est d'une certaine manière un signe absolument certain d'une détérioration de la situation importante de l'Ukraine. Alors, il faut que je te pose une question qui a été posée par les auditeurs. Compte tenu des quelques difficultés, comme tu as décrit, de l'économie russe, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, si tu étais à Bruxelles ou membre du board des ministres d'économie européens pour mettre un coin supplémentaire dans l'économie russe? Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour, en dehors des sanctions qui, bon, visiblement, ne sont pas très efficaces, qu'est-ce qui peut concrètement être fait par l'Union européenne pour
affaiblir ou profiter de la petite difficulté de l'économie russe? Bon, aujourd'hui, plus grand-chose. Je veux dire, aujourd'hui, plus grand-chose, parce que nos relations économiques sont désormais tellement réduites avec la Russie, sauf sur la question du gaz. Mais sur la question du gaz, nous sommes acheteurs. Donc, on Et va... il y a des clients ailleurs. Voilà, et il y a des clients ailleurs, donc on n'a pas réellement de levier. Donc, en réalité, aujourd'hui, l'économie européenne ne peut plus faire grand-chose pour peser sur la Russie. L'économie américaine, peut-être un tout petit peu plus, parce qu'il y a malgré tout un petit peu plus de relations entre les États-Unis et la Russie, de relations économiques. Hein. Je Parce que dans m'entends. le 20e paquet de sanctions, il y avait plus de bateaux, et puis s'attaquer aux pays ou aux banques qui aident à contourner les sanctions en étant... Oui, mais si on fait ça, ça veut dire qu'on pousse ces pays et ces banques hors du système occidental. Donc il faut toujours évaluer qu'est-ce que peut apporter cette sanction par rapport à qu'est-ce qu'elle peut nous coûter. Donc, Et ça a toujours été mal fait, ça, si on peut dire. ça, je ne dis pas le contraire, bon, mais je dirais que c'est le principe d'un système de sanctions. Dans un système de sanctions, il faut que ça coûte plus cher aux pays qui soient sanctionnés qu'aux pays qui sont sanctionneurs. Ah oui, sinon... Et là, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait? On va pousser hors de la sphère occidentale toute une série de pays. Bah, je dirais bravo, c'est très bien joué. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Alors, aujourd'hui, en réalité, on n'a plus d'instruments pour peser sur la Russie, et les sanctions qui ont été prises et qui visent ce qu'on appelle la fameuse flotte fantôme, hein, qui est en réalité une flotte non assurée à Londres, c'est pas très efficace parce que on voit très bien aujourd'hui, chaque fois que l'on intercepte un bateau, et je rappelle que la flotte fantôme est estimée entre 700 et 1000 navires, hein, c'est quand même énorme. Donc là, on en a intercepté un. Bon, très bien, on l'amène dans un port français, on inculpe son capitaine et on la laisse repartir. Et on laisse le bateau repartir. Bon, donc, et on voit très bien que le capitaine, ça sera payé par l'armateur. C'est pas bon. Une amende. Le capitaine peut être indien, chinois. Oui, tout à fait. Bon, une amende d'1 million de dollars, c'est la moitié de ce que l'on paye quand on passe le détroit d'Ormuz. Je rappelle que c'est en moyenne autour de... Bon, bref, donc on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut l'admettre, il faut le comprendre. Et comme il n'est pas question pour nous d'employer des moyens militaires, et qu'on est en butée, on ne peut pas aller plus loin en matière d'aide militaire, parce qu'on n'a plus grand-chose en réalité dans les stocks de l'armée française, de l'armée britannique, de l'armée allemande, de l'armée italienne, bien, on ne peut rien faire. Et c'est important de le dire, parce que tout un tas de gens, en particulier des potentiels candidats comme Glucksmann, ils disent, mais on peut. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut, mais on ne peut rien, en fait. Non, en fait, on ne peut rien. Alors, pour revenir en France, et on peut faire un peu un comparatif avec ce qui passe aux États-Unis, il y a des groupes politiques, comme par exemple la France Insoumise, qui sont soucieux de la situation des Français. Le prix du pétrole, de l'essence augmente. Aux États-Unis, ça flambe apparemment. Oui, il y a des endroits où, au New Jersey, juste à côté de New York, le gallon d'essence, donc était à 3 dollars quand Trump prend le pouvoir. Il avait promis que ça serait à 2, il amène à 5. Oui, il y a 5 et même à 6. Oui, 4,6 en moyenne sur tout le territoire, ce qui est, apparemment, ça provoque une catastrophe, mais chez nous, c'est assez haut. Ça risque d'augmenter. Et il y en a qui proposent un blocage des prix, comme par exemple la France Insoumise, un blocage des prix. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, sur le fond, un blocage des prix n'a de sens que si on a la certitude que ce sont les distributeurs qui sont à la base de la hausse des prix. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas, puisque les marges des distributeurs ont plutôt baissé depuis le début de la crise. Donc, il n'y aurait un sens à faire un blocage des prix que si c'était effectivement les distributeurs qui étaient les principaux coupables,
Et surtout, un blocage des prix ne peut pas être maintenu très longtemps. Pourquoi? Parce que quand on bloque les prix à un prix qui est inférieur à celui qu'il devrait être en raison des mécanismes de marché, eh bien on pousse les distributeurs à retirer de la vente des produits, enfin les produits qui sont bloqués, alors là c'est du carburant, hein, et à le vendre à l'étranger. C'est très exactement ce qui s'était passé au Venezuela. Et je rappelle qu'au Venezuela, ils avaient un blocage des prix sur le carburant, en disant là on est producteur, bon, etc. Comme le carburant au Venezuela, pour les distributeurs, était vendu bien moins cher qu'il était vendu en Colombie, il y avait un énorme trafic qui s'était mis en place, où on sortait du carburant du Venezuela clandestinement pour le vendre en Colombie. Moi j'avais dit, ça n'a pas de sens, il faut arrêter. On peut jouer sur un contrôle des prix pour quelques mois quand il s'agit d'une spéculation qui est organisée par les distributeurs, ce qui était le cas pour les objets de grande consommation, comme par exemple les réfrigérateurs, les machines à laver, etc., où les distributeurs, les grands magasins, se prenaient des marges absolument extravagantes. Donc là, oui, on pouvait agir, mais quand on va agir sur des secteurs où le distributeur prend très peu de marge, ça n'a pas de sens. Donc, je pense qu'un blocage des prix n'a pas de sens. Ce qui aurait un sens, par contre, c'est deux choses. Tout d'abord, mais ça coûte cher à l'État, c'est de diminuer la part de l'impôt. Parce qu'il faut quand même rappeler que... c'est ce qu'avait proposé le Rassemblement national. Si oui, mais il y a d'autres partis qui l'ont proposé. Et je dis très bien, c'est effectivement, même si ça coûte cher à l'État, la manière la plus simple de faire baisser les prix. Consiste à dire, ben, l'impôt sur les carburants va diminuer. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point. Alors on dit toujours, oui, mais regardez, Total fait d'énormes bénéfices. Je rappelle que Total fait des bénéfices non pas en tant que distributeur, mais en tant que producteur. Bon. Et Patrick Pouyanné a dit, ok, alors si vous nous... Parce qu'il y avait aussi taxé les super profits oui, voilà. de Total, et Pouyanné, le PDG, menace, bon bah nous on va arrêter le blocage, enfin pas le blocage des prix. Oui, mais... il faisait des réductions particulières, et il dit, et c'est tout à fait logique. Si vous m'imposez quelque chose en tant qu'État, moi je ne vais plus faire ce que je fais en tant qu'entreprise à des buts commerciaux. C'est évident, parce que en limitant la hausse des prix, donc en bloquant d'une certaine manière le prix, mais à 10% de son niveau qu'il aurait eu autrement, il espérait attirer des acheteurs vers les stations Total. Il ne faut jamais oublier que Total est une société qui est à la fois producteur, donc elle a des puits de pétrole, bon, etc. Bon, elle est un opérateur sur le marché général du pétrole, elle est un raffineur, pas en France, il faut le dire, il y a une grosse raffinerie à Donges, mais c'est plutôt à l'étranger, et elle est un distributeur. Bien. Donc, l'essentiel des profits de Total se font sur sa dimension production. Bon. Donc, 2 points. 1. D'abord, il faut regarder si comment évoluent les profits de Total sur longue période, sur plusieurs années. Parce que quand les prix avaient baissé en 2025, Total avait perdu de l'argent. Je n'ai pas entendu à ce moment-là des députés, qu'ils soient de la France Insoumise ou ailleurs, se préoccuper des pertes que faisait Total. Donc, là, Total gagne évidemment beaucoup d'argent, mais d'une certaine manière, ça compense au moins en partie les pertes qu'elle avait fait auparavant. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point. Oui, effectivement, il y a un problème quant à l'impôt payé par les compagnies. Mais il faut savoir que si on veut modifier la structure de l'impôt, et ça peut être quelque chose de très pertinent, il faut, à ce moment-là, reprendre le contrôle de la compagnie. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut en partie la nationaliser. Pas la nationaliser à 100%, ça n'a pas de sens, mais la nationaliser soit en obtenant une minorité de blocage, soit à 50,1%, ce qui est suffisant. Bien. Qu'est-ce que c'est ?
Ça consiste à dire, vous avez un prix moyen de production. Et donc, l'impôt doit peser sur la différence qu'il y a entre le prix de production moyen plus une marge nécessaire pour que vous payiez vos investissements et le coût actuel du pétrole. C'est ce que font les Russes, en réalité. Et donc, quand on a des fortes hausses de prix du pétrole, évidemment, ça accroît les impôts. Mais il faut savoir aussi que quand on a des baisses du prix du pétrole, les impôts diminuent. Et donc ça, c'est un point important. Je pense que ce type d'impôt pourrait être appliqué en France, mais à la condition que l'on ait le contrôle sur Total. Et je rappelle que l'une des choses qui a été très reprochée par la presse occidentale à Vladimir Poutine, c'est quand, dans les années 2000, il a repris, enfin, il a redonné à l'État une grosse partie des compagnies pétrolières. Bon, le gaz a toujours été une compagnie d'État, hein, c'était Gazprom, même s'il y a Novatek qui est une compagnie privée à côté, mais Rosneft, qui est aujourd'hui la grande compagnie pétrolière russe, elle est une propriété de l'État à 51%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 49% d'actionnaires privés. Et effectivement, comme elle est une propriété d'État à 51%, l'État peut utiliser ce type d'impôt qui est effectivement très intéressant économiquement pour l'État dans certaines conditions, avec l'assurance que la compagnie ne va pas quitter la Russie et s'installer ailleurs. Donc il faut quand même réfléchir à tout ce genre de choses, et c'est pour ça que moi je trouve extrêmement dommage qu'un parti, la France Insoumise pour ne pas la citer, rentre dans une logique démagogique, qui consiste à dire ah ben non, on va bloquer les prix. Et peut-être que c'est parce que c'est en raison du souvenir, avec un petit peu de fantasme, du blocage des prix du blé au moment de la Révolution française, en particulier par Robespierre. Mais bon, dans des économies qui n'ont absolument rien à voir. Mais même la loi du maximum, c'est à ça que tu fais, oui, ça. c'est ce à quoi tu fais référence. On sait que économiquement, ça a provoqué un désastre, qu'on a été obligé d'acheter du blé nettement plus cher. C'est pour ça que je parlais de fantasme. Voilà. Voilà. Pour le savoir très bien, il est véhiculé toujours comme une vérité divine. Bon. Bon, moi en tant qu'économiste professionnel, que quelqu'un qui a dévoué toute sa vie à faire de l'économie, ce genre justement de fantasme m'étonne toujours, d'autant plus qu'il y a des méthodes pour effectivement éviter des rentes, des effets de rente, et c'est très clair. D'ailleurs, les dirigeants de Total en sont tout à fait conscients. J'ai travaillé avec eux pendant à peu près 10 ans. Bon. Et ils me disaient, quand les prix montent, sans faire le moindre effort, sans bouger le petit doigt, nous augmentons fortement nos profits. Par contre, quand les prix redescendent, il peut nous arriver de perdre de l'argent. Donc, ils en sont parfaitement conscients. Et avoir un système fiscal qui s'adapte à ces fluctuations de prix, qui, par exemple, quand la rente devient excessive, très clairement, là, quand on a des prix réels du pétrole qui sont de l'ordre de 110, 120, 130 dollars le baril, toutes les compagnies pétrolières sont dans une situation de rente, en réalité. Bon. Alors, s'attaquer à la rente, ça me semble effectivement un bon raisonnement économique. Mais encore faut-il s'y attaquer de manière intelligente, de manière à ce que quand la rente diminue, eh bien, les impôts diminuent avec. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour un pays, la France, qui redeviendrait souveraine et aurait plus de contrôle sur son énergie, c'est peut-être de contrôler 51% de Total. Tout à fait, de contrôler 51% de racheter, mais bon. Voilà, non pas de le contrôler en disant puisque Total sera à nous, eh bien on va s'approprier la totalité des bénéfices de Total, parce que je suis désolé. Comme ce que tu as décrit pour Rosneft. Tout à fait, exactement. Et cette situation, enfin ce système fiscal, il est parfaitement compris par les dirigeants de Rosneft, et il me semble
je dirais, économiquement, la chose la plus sensée que l'on puisse faire sur une ressource naturelle. Très bien. Alors, il y a une autre lubie, ou plutôt, pas une lubie, mais l'économie est face à un vrai problème. On arrive droit sur un mur. Mhm. Et comme ce n'est jamais arrivé, a priori, eh bien, ça n'a pas l'air compris. Alors que toi, tu en parles régulièrement. Je t'entends ici et là, à Fréquence Populaire, mais ailleurs aussi. Tu as fait des papiers là-dessus. Tu as l'air depuis longtemps, ce qui maintenant inquiète Goldman Sachs comme JP Morgan, Ouais, donc des très 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 grosses banques américaines et mondiales. JP Morgan, je pense que c'est la 5e ou 6e banque mondiale. Ce qui les inquiète, c'est le risque de pénurie réelle. Et donc, les grandes crises dans le monde capitaliste ont beaucoup été des crises soit financières, soit des crises de surproduction. Oui. Mais là, des crises il manque du pétrole, du gaz, de l'hélium, de l'aluminium, des engrais et tout ce qui s'ensuit en chaîne de conséquences. Comme tu l'as dit, s'il n'y a pas d'engrais, donc il y a moins de production. Donc là aussi, ça fait moins de choses réelles. Comment ça les inquiète? Tu peux nous expliquer pourquoi ça les inquiète? D'ailleurs, on a ce graphique qu'on mettra, qui est sorti... c'est JP Morgan, je JP crois. Morgan, voilà. Sur les réserves, avec toute une série de conséquences, y compris sur les raffineries, le fonctionnement des puits. Enfin bon, ça a l'air assez désastreux quand on plonge le regard dedans. C'est un grand trou noir. Mais comment ça se fait d'abord que le phénomène de pénurie de choses réelles n'atteint pas nos dirigeants, visiblement? Alors, Ou alors ça les atteint et ils ne le disent pas. Non, disons, ça ne les atteint pas pour 2 raisons. Tout d'abord parce qu'ils disent « Ah oui, mais on a des réserves ». Il faut savoir que les réserves, on a beaucoup tiré dessus et qu'elles vont s'épuiser début juin. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le graphique de JP Morgan. Tout à fait, tout à fait. Juin, c'est on entre dans une période, où de très fortes tensions sur le marché. Bon, donc première raison pour laquelle ils les ont ignorés, c'est que ah oui, on a des réserves, donc on. Okay. Deuxième raison, en réalité, tous ces gens ont été éduqués. Alors pas éduqués par des professeurs, ils ont été éduqués par une situation globale, dans une situation d'abondance. D'abondance où effectivement le risque, c'était la surproduction. Classiquement, d'ailleurs, c'est la logique même des grandes crises capitalistes. Hein. Les crises capitalistes sont traditionnellement des crises de surproduction, et c'est pour cela que Keynes disait qu'il fallait à ce moment-là stimuler la demande. Bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On le sait, la production est diminuée, la production de pétrole est diminuée d'environ 12%. Bon. On sait aussi que, compte tenu de la qualité de pétrole qui est touchée par cette diminution, dans cette qualité-là, c'est pas 12%, c'est probablement entre 25 et 35%. Bien. Comme on l'a dit, parce que pétrole lourd, voilà. Pétrochimie, tout un tas de dérivés qui irradient dans plein de secteurs d'économie. Donc on est dans cette situation. Si cette situation dure, et on peut penser qu'elle va durer malheureusement, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que l'on adapte nos productions, que l'on diminue toute une série de productions. Donc, à partir de cette pénurie d'hydrocarbures, de cette pénurie réelle d'hydrocarbures, nous aurions des pénuries. Alors, ce sont des pénuries relatives, c'est pas un manque absolu, c'est une pénurie relative qui vont se produire dans toute une série de secteurs. Et c'est ce qui inquiète effectivement les grandes banques. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, si on rentre dans cette logique de pénurie, alors, je vais jargonner un peu, hein, je vais utiliser un langage d'économiste, on appelle ça un marché de vendeurs. C'est plus l'acheteur qui décide sur le marché, mais c'est le vendeur. Et qu'est-ce que c'est qu'un marché de vendeurs? Si on veut en avoir une idée, il faut se rapporter à ce qu'était la situation économique française sous l'occupation allemande. On était en marché de vendeurs. C'était le vendeur qui faisait la loi, c'était pas l'acheteur. Sauf l'acheteur allemand qui lui avait tous les pouvoirs, mais pour les autres, on peut dire d'une certaine manière que l'acheteur allemand évinçait les acheteurs normaux, les acheteurs français. Bon, on voit ce qui se passe à ce moment-là.
à partir de ce moment-là, la seule manière de contrôler un marché de vendeurs, c'est d'instaurer un système de répartition du produit, grosso modo un système de tickets. Alors, bien sûr, Au niveau mondial, le système de tickets, bon, ça peut être tout simplement de dire, effectivement, certains pays ont un besoin à un moment donné d'engrais, etc. C'est vers eux qu'on va diriger les engrais. Bon, mais ça veut donc dire la mort du marché, en réalité. Un marché de vendeurs, c'est un marché qui s'autodétruit lui-même, et qui s'autodétruit pour des raisons tout à fait objectives, et qui impose, en réalité, une autorité qui va distribuer de manière autoritaire toute une série de productions. Donc, c'est ça que craignent les il faut grands. déterminer quelle serait cette autorité. Bah oui. Mais sans remonter à la Deuxième Guerre mondiale Mhm. et l'occupation, il n'y a pas si longtemps, on a une petite expérience de pénurie et de marché de vendeurs, quand tout à coup, tous ceux que tu disais qui ont été dans l'abondance, Emmanuel Macron, nous sommes en guerre, Oui, tout à fait, Covid. la Covid. Et tout à coup, les masques, Mhm. oui, on les avait achetés. Ah oui, Tintin. Mais il y a un autre, le vendeur a trouvé que il Exactement. y a une pénurie. Et puis c'est comme ça. Et C'est sur les bonbonnes d'oxygène, les bonbonnes d'oxygène, les les respirateurs. respirateurs. Bon. Donc c'était déjà embêtant. Non mais Ouais, tout le monde se souvient de ce que ça a créé quand même comme situation. C'était déjà embêtant, mais là c'est un volume infiniment absolument. grave en fait. Absolument. Alors, ce qui va se passer, c'est que, et c'est pour ça que je pense que, d'une certaine manière, ces grandes banques, c'est comme le petit chien qui crie avant d'avoir mal. Hein. Mais c'est, je veux dire, c'est de bonne tactique. En fait, ce qui va détruire une partie de la demande, c'est la hausse des prix. Parce que, à un moment donné, les acheteurs, les consommateurs de ces produits ne pourront plus payer le prix. On le voit pour l'essence. Il y a déjà eu des petits reportages sur France Info, par Tout à exemple. fait. Des gens, finalement, ne vont pas partir pour 4 jours d'ascension et week-end long parce que le prix de l'essence, ça leur fait trop cher et donc ils restent à la maison. Mais faut penser aux agriculteurs. C'est eux qui vont être les premiers touchés. Aux pêcheurs. Oui, le prix du mazout, Diesel, oui. le prix du carburant diesel est extrêmement important dans la structure des coûts. Les transporteurs qui ont déjà des marges, Les routiers qui ont des marges déjà des marges très faibles. Bon. Et puis, il y a déjà des pays où ça existe. L'Inde, par exemple. Le Premier ministre, M. Modi, a fait un discours il y a 2 jours où il appelle en fait les Indiens à adopter des comportements qui sont identiques à ceux du Covid, c'est-à-dire à travailler plutôt chez eux, etc. Mais d'ailleurs, personne n'en a parlé ici, mais visiblement en Inde, c'est un peu compliqué pour Modi parce que il est quand même dans une économie qui est en croissance depuis qu'il est au pouvoir, très forte. Et là, tout à coup, c'est une surprise pour les gens, c'est une tape sur la tête. Ah ben absolument. On s'arrête, les amis. Absolument, absolument. Donc, il y a ça. Il y a ce même problème déjà au Sri Lanka. Bon, il y a le problème qui se manifeste au Vietnam, parce que le gouvernement vietnamien doit faire un choix. Est-ce qu'il oriente les hydrocarbures qu'il peut acheter encore, est-ce qu'il les oriente vers des engrais ou vers le transport? Donc là aussi, il va y avoir, à mon avis, la réapparition rapide de tickets de rationnement. Mais je répète, si on ne veut pas que les prix deviennent absolument insupportables, il va falloir passer à des systèmes de rationnement. Et par ailleurs, ça impliquera de diminuer fortement certaines consommations. Donc, on est dans une logique qui va devenir très étrange pour des gens qui sont habitués à ce marché d'abondance, à ce marché d'acheteurs, mais qui est une logique absolument économique en réalité. Et de ce point de vue-là, les pays qui ont conservé des structures de planification, la Chine, le Vietnam... Et de production réelle. Oui, et de production réelle, mais aussi des structures de contrôle d'une certaine manière sur la consommation, eh bien, ces pays vont s'en sortir mieux que nous, parce qu'ils auront déjà
ce type de système. Pourquoi mieux que nous? Nous, on a un commissariat au plan, et Henri Bayrou, c'était très bien. Oui, alors, je dois dire que... Oui, mais je dois dire que M. Borne, qui est maintenant le nouveau haut commissaire, il a fait quelques rapports. Alors, à mon avis, c'est pas le travail d'un commissariat au plan de faire des rapports, hein. C'est autre chose. Mais il a fait quelques rapports qui sont pas inintéressants du tout, hein, qui sont techniquement du bon travail. Bon, mais évidemment, il n'a pas du tout les moyens de se constituer comme ça. Il faut rappeler une chose. Ce type de pénurie, c'est ce à quoi la France et la Grande-Bretagne avaient soumis l'Allemagne dès 1914. Dès le début de la guerre, il y a l'idée de créer un blocus, alors avec la flotte britannique aidée par la flotte française, on va couper l'Allemagne de toute une série de ses approvisionnements, etc. Bon, ça n'a pas marché de manière parfaite, en tout cas pas immédiatement, parce que l'Allemagne a trouvé toute une série de pays qui étaient prêts à jouer avec le blocus, en particulier les Pays-Bas. Bon, mais ça a quand même joué. Quelle a été la réaction de l'Allemagne ? Walter Rathenau, qui était le PDG de la grande entreprise de construction électrique, AEG Siemens, une immense entreprise allemande, à l'époque c'était une immense entreprise allemande, bon, qui est allé voir le gouvernement et qui a dit il faut avoir une structure étatique de répartition des produits qui sont en pénurie. Donc le régulateur qui donne les tickets. Voilà, tout à fait. Les gens vont adorer ça. Voilà. Ça s'appelait le KRA, c'est d'ailleurs, et il faut le savoir, l'ancêtre de tous les plans, y compris du plan soviétique. Car Lénine avait expliqué, c'est un fameux discours qu'il fait en 1918, donc quelques mois après la Révolution d'octobre, où il dit le socialisme, la révolution a eu lieu, mais en deux parties différentes. Elle a eu lieu politiquement en Russie, elle a eu lieu économiquement en Allemagne. Et il faisait référence à la structure de l'économie de guerre autour du KRA qui s'était mise en place par qui avait été mise en place par Walter Rathenau. Point intéressant dessus, Walter Rathenau en a été parfaitement conscient. Il écrit dans un de ses ouvrages qu'il écrit juste avant d'être assassiné, puisqu'il a été assassiné par des groupes d'extrême droite allemands en 1922. Il écrit dans un de ses livres « La nuit, je suis bolchéviste, mais le jour, quand je vois l'état de notre classe ouvrière, je redeviens un démocrate libéral. » Donc ça veut dire que les gens à cette époque-là avaient la conscience de la nécessité économique, de cette contrainte économique de faire, qui à un moment donné s'impose. Et c'est ce que nous allons retrouver, mais avec, et il faut le dire, une élite qui n'est pas du tout, je dirais, qui n'est pas capable de penser cela. Et puis une certaine violence, parce que quand même ça fait 70 ans, 80 ans que les choses vont bien, ça s'améliore. Il y a de moins en moins de producteurs, que ce soit industriels ou agricoles. Et nous sommes tous, plus ou moins, enfin pas tous, mais beaucoup de Français sont qui journalistes, qui professeurs, qui fait du tourisme, qui dans la finance, qui dans le tertiaire, qui vend des yaourts, qui est marketing, qui... Bon, tout ça est très intéressant, mais que c'est pas enfin, c'est pas du concret. Il y a des francs-prix, il y a des supermarchés, il y a des intermarchés, tout ça, on y va, on achète. La physicalité des choses est un peu quittée dans conscience, en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça s'explique aussi par les gains absolument fantastiques de productivité qui ont lieu. Par exemple, de 1945 à 2020, on estimait que la hausse moyenne de la productivité en France était supérieure à 2,5% par an. Donc on voit, si c'est sur 70 ans, ça veut dire que quelqu'un, en 2020, produit entre 2 et 3 fois plus ce que produisait son père ou son grand-père en 1950. Et comme en réalité cette hausse de productivité, elle est concentrée dans l'industrie, la hausse de productivité dans les services, elle existe, mais elle est beaucoup plus faible en réalité. Dans l'industrie, c'est une hausse de productivité de l'ordre de 3%. Au moins par an, sur longue période. Donc c'est aussi ça qui explique, comme les besoins n'ont pas augmenté de la même manière, que l'on est
un phénomène de désindustrialisation. Bon, après, il y a d'autres choses qui l'expliquent, et je rappelle toujours, c'est que l'industrie française représentait 22 à 24% du PIB au milieu des années 70, et qu'aujourd'hui, elle représente 11%. Donc voilà, là, il y a aussi un problème réel. Pour continuer sur ce sujet, je prends les propos du PDG d'Aramco, donc la grande entreprise saoudienne et américaine. Il a dit: le plus grand choc d'approvisionnement énergétique de l'histoire arrive. Chaque semaine, 100 millions de barils sont perdus pour l'économie mondiale. Cette perte provient directement des stocks terrestres. Avant, même dans les meilleurs cas, des mois avant que les chaînes d'approvisionnement se rétablissent, c'est ce que tu nous dis, la demande est déjà rationnelle à l'échelle mondiale, et dans certains pays très sévèrement, tu en as parlé, et là il cite les chiffres de JP Morgan, juin 2026, donc maintenant là, niveau de stress opérationnel, 7,6 milliards de barils de réserve, on est d'accord? Ce que tu avais dit ici, on y arrive. On avait dit en France, c'est mi-mai, on est à la fin des stocks. Bon, genre, on va juin, ça va toucher tout le monde. Après, il dit septembre 2026, donc à la sortie des vacances, en début, reprise de l'année scolaire, plancher opérationnel, peut-être tu vas nous dire ce que c'est, 6,8 milliards de barils de réserve. Et il dit, en dessous des 6,8 milliards de ce plancher opérationnel, qui n'a aucun sens pour moi, mais tu vas peut-être expliquer ce que c'est, les pipelines perdent de la pression, les raffineries s'éteignent. Et là, il dit, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on continue dans la situation actuelle jusqu'en septembre, la demande, qui va continuer d'une certaine manière sur sa lancée, qui continue à exiger, se heurte au fait que on ne veut pas descendre en dessous des 6,8 milliards de réserves. Et donc, ça veut dire on va couper brutalement. C'est pour l'instant, une partie du déficit de production est compensée par les réserves stratégiques. Mais là, il n'y en aura plus. Ça veut donc dire qu'effectivement, il n'y aura plus de pétrole. Enfin, il n'y aura plus de pétrole. Il y aura toujours un petit peu de pétrole, enfin même beaucoup, mais ça veut dire qu'il n'y en aura plus pour toute une série d'activités. Et évidemment, ça ne va pas s'appliquer de la même manière pour tous les pays. Il y a des pays qui vont être mieux lotis, par exemple les pays producteurs, les pays qui produisent du pétrole et qui produisent surtout les quantités et les qualités qui sont nécessaires. Et donc quand il dit oui, il va y avoir des oléoducs qu'on va être obligé de fermer, oui, très clairement. Certains oléoducs, soit travailleront avec une pression beaucoup moins forte, puisqu'on n'y fera transiter que le quart ou le cinquième de ce qu'on y fait transiter normalement. C'est une loi de physique simple qu'on apprend au lycée. S'il n'y a pas assez de pression dans un tuyau, il ne va pas loin. On ne peut pas faire couler à 3000 km tout à fait. Petit filet. Tout à fait. Et donc, alors on pourrait dire oui, mais à ce moment-là, on l'interrompt pendant quelques jours et puis on refait quelques jours à forte pression. Oui, mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ça peut endommager l'oléoduc, ça c'est le premier point. Puis deuxième point, il va falloir mettre des raffineries à l'arrêt. Alors, le total de la raffinerie, ou peut-être certaines unités à l'arrêt, très bien, mais si on les met à l'arrêt, ça veut dire que quand on voudra les remettre en opération, il y aura plusieurs mois d'attente. Parce que là encore, c'est ce qu'il dit, oui. Et je le précise bien pour que tous les gens comprennent, on a très souvent le sentiment, et j'avoue que nous les économistes, parfois on tend à donner ce sentiment que l'économie, ça fonctionne avec un bouton, ça marche pas. Jour et nuit. Voilà, bon. Non, c'est pas le cas. En réalité, quand on connaît un petit peu l'économie dans les secteurs industriels, on se rend compte qu'on n'est pas dans cette logique pouce-bouton. Je coupe, oui, je remets. D'ailleurs, on a eu un exemple de cela avec les confinements de la période de la Covid. Oui. Le confinement, c'est très simple à mettre en œuvre. On dit aux gens, voilà, vous venez plus travailler, mais on va vous payer toujours. Bon, ok, d'accord. Mais quand on a voulu remettre en état ces productions,
On a vu que ça a été lent. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'à partir de juin 2021, l'inflation commence à monter. Parce qu'il y a la demande, d'autant plus que les gens ont été subventionnés, hein, il faut le dire, bon, mais il n'y a pas l'offre. C'est ce qui explique la montée de l'inflation, qui commence donc bien avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hein. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puis l'effet des sanctions, ça commence au début mars 2022. Et on voit très bien sur les courbes que l'inflation, elle démarre en juin-juillet 2021. Bon. Donc, ça a été une espèce de répétition générale de ce qui risque de se passer. Et c'est pour cela, effectivement, que tout le monde... plus grave. En bien plus grave, effectivement, parce que les niveaux de production qui sont en cause sont plus importants, et surtout parce que la destruction des capacités de production, elle est bien plus importante. Quand on arrête quelque chose, d'une certaine manière, on détruit aussi, enfin on détruit, on est obligé de réparer, de relancer progressivement, ça prend du temps. Mais là, on est aussi en présence d'une destruction réelle, physique. Les raffineries qui ont été touchées par les missiles iraniens, il y a une partie des tours de cracking qui sont par terre, hein, qui ont été... Et ça, il faudra probablement plusieurs années pour les reconstruire. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, et j'en ai parlé avec des spécialistes de cette question, des spécialistes américains, me disent, il y a 3 à 4 entreprises qui sont capables de faire ce type de matériel. Elles sont déjà absolument surbookées. Donc, ça veut dire que si elles doivent en plus fournir le matériel qui a été détruit... Puis ça ne serait pas ex nihilo. Voilà. Parce que certains se disent, bon, on a qu'à en faire d'autres, oui, mais oui. sur les compétences, les gens, ça se Tout à fait, comme ça. tout à fait. Donc, on est bien face à un problème qui aujourd'hui est un problème absolument crucial et sur lequel nous n'avons pas de réponse. Et donc, c'est pour ça... Personne n'a fait face à une crise de physicalité de cette nature. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis, même si ça ne fait pas plaisir à certains, il faut commencer à penser à des systèmes collectifs de répartition, parce que c'est la manière de souffrir le moins possible. Vous êtes communiste, monsieur Sapir? Eh bien, oui, je sais, mais je rappelle que l'idée de la planification, elle ne vient pas des sociodémocrates, enfin, qu'on appelle des communistes, mais par exemple, c'était pas les bolcheviks. Hein. Non, mais nécessité fait loi, c'est vieux comme Hérode. Tout à fait. Il faut bien trouver une... Mais, donc en fait, en réalité, parce que il suffit... Parfois, même ça peut être un peu abstrait, mais il faut imaginer ce que ça veut dire. C'est moins de pétrole, moins d'essence, ou plus cher. Donc, c'est une entreprise de camions, d'un camionneur qui ne peut plus livrer parce qu'il ne gagne plus d'argent. Bien sûr. Et donc, c'est des boulons, par exemple, qui n'arrivent pas à telle entreprise. Et comme telle entreprise qui, en plus, n'a pas le polymère, et lui manque 8% du produit final qu'elle fait, pouf, tout s'arrête. Elle-même ne vend plus à l'autre. Et avant que... Bon, déjà, il faut sortir de ces crises, mais avant que tout se remette en route, ça se trouve, celui qui faisait les boulons, maintenant, je sais pas, il fait des betteraves. Les gars, oui, mais bon, j'ai changé de vie. C'est pour ça que je dis, il va falloir en venir à un système de tickets, de rationnement, qui consiste à dire, vers ça. Voilà, les entreprises de transport ont un droit social plus important que les particuliers d'avoir du carburant. Je suis désolé, le transport, la logistique, c'est le nerf de toute société industrielle. Donc, effectivement, il faut d'abord protéger ça. Il faut protéger des producteurs qui ont besoin de carburant, les agriculteurs, les marins. Bon, donc ça veut dire un système de tickets qui leur assure qu'ils peuvent acheter à l'ancien prix, un prix qui soit supportable par eux, ce carburant diesel. Bon. Et effectivement, pour les particuliers, ils auront le reste. Et là encore, au sein des particuliers, on va faire une distinction. Par exemple, les infirmières et les infirmiers libéraux qui font des trajets absolument insensés pour faire leur travail, mais ils auront un droit supplémentaire à madame ou monsieur tout le monde, d'avoir du carburant. Bon, je ne dis pas que c'est une bonne solution,
C'est la moins moins pire. mauvaise des solutions. Très bien, quand on sera revenu à une période, je dirais, d'abondance, on pourra la supprimer, d'accord, mais dans cette période de pénurie, c'est ce à quoi il va falloir penser, et il faut y penser très vite, Maintenant. parce que en réalité, la mise en place prend du temps. Mais alors, il y a quelque chose que je comprends pas. Peut-être tu peux le dire, mais la crise de physicalité, comme jamais vu dans toute l'histoire du système capitaliste depuis le début du XIXe siècle. Risque de dépression sévère, non pas à cause d'une crise de surproduction, mais à cause D'une de sous-production sous-production sévère qui sévère. entraîne tout. Rationnement, ticket de rationnement, des économies, des sociétés qui sont pas du tout prêtes à ça, parce qu'on n'est pas, on est déconnecté, Oui. beaucoup. Des risques sur les raffineries, des risques sur les pipelines. Donc tout ça, Monsieur Macron le sait à l'Élysée, Madame Meloni le sait, Merz le sait. L'envie doit être très forte de prendre le téléphone et d'appeler Donald et Netanyahou et leur dire: «Vous arrêtez vos conneries, en fait. On va tous partir en fumée avec votre...» Ça va être un désastre total, et lequel va survivre le mieux? Ben, ça va être l'énorme Russie qui a plein de pétrole et qui produit tout, et qui sera assis sur ses 6 000 têtes nucléaires pour pas aller chercher ce pétrole pour nous. Et ils vont dominer le monde. Arrêtez, arrêtez vos lubies de vouloir détruire l'Iran et débloquons ce détroit d'Ormuz, on lève les sanctions parce que le coût est tel, et ça c'est l'immense force des Iraniens en fait. Parce que les sanctions pèsent toujours sur le pays qui est subi, et puis tout le monde s'en fout. Mais là, en fait, ils rendent l'appareil, mais fois 100 au reste du monde. Absolument. Ils doivent appeler la Maison Blanche tous les jours et dire: on arrête. Ils n'ont pas l'air de le faire, et je comprends pas très bien. Mais alors, d'abord, je pense que il s'imagine toujours trouver une solution qui évitera le pire. Et puis, il est où? Non, non, mais bon, et ils disent oui, mais on a des réserves. Oui, sauf que les réserves, alors d'abord, elles n'étaient pas de même niveau dans tous les pays. Il semble que la France et la Grande-Bretagne aient été des pays dont le niveau de réserve ait été particulièrement bas. Donc il y a d'abord ce problème-là. Deuxième, La Chine, 1,5 milliard de barils. Donc eux, ils 9 peuvent, 9 mois de consommation. voilà, eux, ils peuvent attendre. Mais eux, ils s'inquiètent. Oui, mais eux s'inquiètent. Hein. Eux s'inquiètent déjà, même s'ils savent qu'ils peuvent attendre. Bon. Les Iraniens, oui, bien sûr, les mesures américaines leur font mal. Ça, c'est tout à fait Bon, évident. ils ont mal depuis 47 ans. Donc, Voilà, et ils savent en très plus, bien. ils ont du pétrole. Et ils savent très bien qu'ils peuvent tenir au moins 5-6 mois. Ouais, donc 5-6 mois, nous ne pouvons pas. tout le monde est mort. Donc, voilà. Il y a ça. Donald Trump s'imagine que parce que sur le papier, les États-Unis exportent plus qu'ils n'importent de pétrole, il n'est pas concerné. Mais il est en réalité concerné parce que son pétrole ne correspond pas aux besoins de l'économie américaine. Bon. Donc, on est en fait sur un problème de représentation impossible. Moi, j'ai une formule que j'ai utilisée dans un colloque, c'est de dire aujourd'hui la meilleure solution, ça serait de faire tourner les tables et de réinvoquer l'esprit d'Albert Thomas, de Loucher, de tous ces gens qui ont mis en place l'économie de guerre française entre 1914 et 1918. Eux, ils savaient faire. Ça serait bon. Bien sûr, on ne peut pas le faire. Vite à Ouija. Voilà. Bon, bien sûr, on ne peut pas le faire. Mais ça veut donc dire que là, ils devraient, au lieu de parler à leurs amis, banquiers, etc., faire venir des techniciens de l'économie et de leur demander où sont les ruptures les plus probables dans l'appareil de production. Parce que ça, en réalité, si on fait venir des ingénieurs, y compris d'ailleurs des ingénieurs pétroliers, hein, des gens de chez Total, on va leur dire, bon, les ruptures de production au niveau des raffineries, où est-ce qu'elles vont se produire? Ils sont capables de le dire. Bon, il leur faut peut-être 1 ou 2 jours pour faire le tour du problème, mais très rapidement, ils sont capables de le dire. Et à ce moment-là, de dire effectivement, bon, bah, on va commencer à agir sur les points les plus pressés, et puis progressivement, on va étendre ce système de rationnement. Mais ça veut dire avoir une pensée historique. Ça veut dire se rappeler qu'est-ce qu'on a fait dans la guerre de 14-18, qu'est-ce qu'on a fait dans la guerre
de 1939, 1945, etc. Or, malheureusement, tous les moins de 50 ans que l'on a en politique sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire, en réalité. C'est des gens qui pensent que l'histoire, c'est des grandes théories, etc., et qui ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Et bien ça, malheureusement, on va le payer très cher. Et puis je te dirais que c'est encore plus compliqué qu'à l'époque, parce que même si on avait ces gens-là, à l'époque, ils avaient une population qui était entre 70%, 60% d'agriculteurs, Tout à fait. d'agriculture paysanne, Oui, tout à fait. ou toute une Où partie... on faisait de l'agriculture avec des chevaux. D'ailleurs, Oui. il n'y avait En pas de plus, tracteur. Il y avait pas de tracteur. Peu. En tout cas, la capacité à basculer sur on se débrouille, Mhm. qu'une partie des gens des villes pouvaient aller voir leur famille, au moins mettre les enfants Ouais. pour manger des œufs, Ouais. et, voilà, la production des potagers. Pas ça du tout, là. Ah, tout à fait, tout à fait. Ça n'existe plus. Ça n'existe S'il y avait ça en plus à gérer, ça devient très compliqué, en fait. Tout à fait. Et donc, c'est pour cela que moi, je suis très inquiet. Alors, même si je continue d'espérer qu'Iraniens et Américains vont trouver un accord, qui sera d'ailleurs en faveur de l'Iran. Il faut maintenant plus se faire d'illusions. Le texte que Robert Kagan a publié dans The Atlantic, c'est magnifique. Il dit, voilà, nous avons perdu la guerre. Monsieur Nuland, enfin, c'est monsieur et madame Nuland. Voilà, bon, et il le dit, nous avons perdu la guerre. Bon, donc, quand on a perdu la guerre, il faut en payer le prix au niveau des accords. Bon. Une défaite sans précédent dans l'histoire des États-Unis, écrit-il. Tout à fait. C'est comme le chef, c'est un des chefs de file des néoconservateurs depuis 30 ans. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, soit les États-Unis prennent acte de cela, alors peuvent de manière discursive, ils peuvent le cacher sur toute une série de formules, mais ils en prennent acte et ils donnent à l'Iran ce que l'Iran veut, c'est-à-dire essentiellement une garantie de non-agression. Il faut bien savoir, c'est ça ce que veut l'Iran. Bon, soit ils le font vite et on va passer par une crise, mais ça sera une crise d'une certaine manière encore relativement maîtrisable, soit ils s'entêtent, on continue dans la situation ni paix ni guerre dans le Golfe jusqu'en juillet ou août, et là, effectivement, le risque est extrêmement important d'arriver sur des ruptures décisives au sein du système productif. On a un président des États-Unis qui est entouré de dingues, littéralement, en tout cas qui considère qu'il est le plus grand des présidents jamais, qui n'ait jamais eu lieu, qui n'a peut-être pas envie de consentir à une défaite, et puis il peut se dire, in fine, lui aussi, eh ben, moi, on est bien sur le continent américain, on a beaucoup de ressources, on produit du pétrole. Alors je sais qu'il n'y a pas tout le pétrole, mais au Venezuela là-bas, en tout cas, enfin, avec le Venezuela sous contrôle, puis une partie de l'Amérique latine, on s'en sortira de toute façon mieux que quasiment tous les autres, à part la Russie, qu'ils aillent au diable. On peut partir dans un très grand n'importe quoi, en réalité. C'est possible, même si, à mon avis, il se fait de très grandes illusions, parce que le Venezuela n'est pas capable de produire tout le pétrole dont on... Visiblement, c'est un monsieur qui se fait beaucoup d'illusions. Oui, par ailleurs. C'est là qu'est le souci. Oui, bon, mais ça, c'est vrai que c'est un problème, et donc, ce que l'on va voir, c'est que les Chinois, les Russes, vont apparaître dans quelques semaines comme les seuls pôles de rationalité qu'il y a au niveau international. Et peut-être même les Iraniens. Parce qu'en réalité, quoi qu'on pense... Zbigniew Brzezinski doit se retrouver dans sa tombe et dire, mais ah oui, tout à fait. comment on a réussi ça? Tout à fait. Et lui, il doit être catastrophé. Il était déjà avant de mourir. Oui, bon. Mais en réalité, quand on regarde ce que disent les dirigeants iraniens, bon, on en pense ce qu'on en veut. Mais leurs demandes sont extrêmement logiques aujourd'hui. Et en fait, ils sont aussi, dans cette guerre, un pôle de rationalité. Alors, bien sûr, on va dire, oui, mais ce sont nos ennemis ou... nous non. Ils massacrent leur population. Oui, très bien. Mais on peut aussi massacrer sa population avec des motifs qui restent rationnels. Rationnels dans le cadre de son système de pensée, mais qui restent rationnels et qui surtout s'appuient sur des réalités. Donc, je dis, il faut faire
extrêmement attention à ça, parce que ce qui va survenir en conséquence de cette crise, c'est l'émergence de la Russie et de la Chine comme les seuls pôles de rationalité et de stabilité mondiale. Et il y a plein de pays qui peuvent avoir toute une série de désaccords avec la Chine, la Russie, etc., mais qui vont se dire, au moins, avec eux, on sait où on va, alors qu'avec les autres, on ne sait pas. Et donc ça peut provoquer des basculements extrêmement importants, y compris par exemple en Inde, qui pour l'instant louvoie entre les États-Unis, la Russie et la Chine, mais où me dit à un certain moment, s'il veut conserver le pouvoir, sera obligé, d'une certaine manière, de se rabattre vers la Chine et vers la Russie. Donc, on est dans cette situation, et ce qui me semble extrêmement grave, c'est qu'on préfère aujourd'hui tenir des discours sur l'Union européenne, l'Europe, va devenir la Chine du XXIe siècle, au lieu de se poser des discours, comment fait-on pour traverser cette crise? Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Eh bien, merci Jacques. Il faut Merci arrêter beaucoup. d'écouter M. Barrot, ça fait mal à la tête et ça ne sert à pas à grand-chose. Parce que c'est là que Oui. tu fais des références. Mais merci pour cette analyse. On va voir ce qui va se passer. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va voir ce qui va se passer puisque demain ou après-demain, Donald Trump va rencontrer Xi Jinping. À mon avis, ils vont parler de tout ça. À partir de demain se tient la rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays BRICS à New Delhi, justement. Donc la position, le louvoiement de l'Inde, sûrement, enfin, l'aborder tout ça de manière très particulière. Et il paraît, selon Vedie Mosté, que le journal Business Plus, enfin un des journaux, Poutine pourrait aller le 18 mai ou un peu après, aussi en Chine. Donc il doit y avoir de discussions très importantes. On espère que certains vont trouver la raison et nous éviter la catastrophe que tu as décrite. Tout à fait. Catastrophe qui, même si elle va sur le moment avantager la Russie, ne la satisfait pas. Hein. Oui, et puis ils se souviennent que les catastrophes entraînent des choses très mauvaises comme des guerres mondiales et puis 30 millions de morts. Enfin, tout à fait. Donc, autant s'en passer. Hein. Merci encore. Merci. Et si cette vidéo vous a plu, j'en suis certain, n'oubliez pas de liker si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, d'aller sur le site foi.media. Ceux qui en ont la possibilité, vous pouvez nous faire un petit don, même si visiblement il faut garder un peu son argent, plutôt peut-être faire des réserves de riz ou de blé. Mais si vous le pouvez encore et que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, eh bien, vous pouvez nous faire un petit don sur notre page Stripe ou notre page Tipeee. Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine.